Vivre à crédit, marche ou tu crèves. Vivre en sursis, y a plus de rêve. Brûler sa vie petit à petit. Et consommer, crédit groupé, la tête courbée. Crédit d'impôt, j'ai pas eu de peau. On finit plus de rembourser. Je peux plus payer. Y en a marre de vivre à crédit. Crédit gratuit ou crédit pourri. Crédit fixe ou 0%. Crédit variable ou tout mon sang. Oui, en fait, j'ai composé cette chanson parce qu'il y a des personnes de mon entourage qui ont vécu cette situation et ça a été très difficile. Et donc j'ai eu envie d'en parler. Et puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent des situations de surendettement. Donc voilà, j'ai eu envie de parler de ce sujet et de pouvoir dénoncer aussi. Et surtout faire prendre conscience aux gens que c'était important de réagir très vite. Quand j'étais gamin, je vivais avec ma maman et mes sœurs. Ma maman est décédée, j'ai été dans un home. Et là, le système, c'était que les allocations, c'était un tiers. Et alors, il y avait un tiers pour le home, un tiers pour moi, enfin, pour mes vêtements, et un tiers sur un livret d'épargne. Donc, quand j'ai atteint ma majorité à 21 ans, j'avais beaucoup d'argent sur des livrets d'épargne. Et alors, j'ai fait mes études de menuiserie, puis je me suis engagé à l'armée, et voilà. Comme j'ai été privé de beaucoup de choses en étant petit, ben, j'ai profité de l'argent que j'avais pour le dépenser à acheter des disques, des tourne-disques, à faire plaisir, aller au restaurant, à dépenser l'argent que j'avais sans faire attention. Parce qu'on ne m'a jamais appris à gérer mon argent. À l'heure actuelle, je suis à peu près à une histoire de 20 000 €. J'ai une amie qui m'a expliqué qu'il existait un service de remédiation et que ce serait pas inintéressant de faire appel à eux. En fait, le déclencheur a été tous les deux tombés malades, quoi. Donc, lui opéré et moi des problèmes, une thrombose. Donc, ça a fait que je n'ai plus su travailler. Lui non plus pendant un certain temps et moi plus du tout. Donc là, on a dû se mettre en médiation judiciaire. C'est très dur parce que on travaille et puis tout s'arrête. Et puis toutes les factures sont là et on se dit comment on va y arriver. C'est huissier sur huissier. Donc ça remonte à quand j'avais plus ou moins 18 ans justement. J'étais donc en appartement, j'ai résilié mon contrat et la société d'électricité a continué à me facturer les factures de consommation. Moi, n'habitant plus là, je ne recevais pas le courrier, etc. Par conséquent, j'ai eu les huissiers chez mes parents et là, on se dit aïe aïe aïe. Donc si j'avais été naïf, j'aurais pu dévier dans les facilités des crédits. Mais comme j'avais beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'appui, je me suis renseigné, j'ai fait les choses dans les démarches correctes et je m'en suis sorti. Y en a marre de vivre à crédit gratuit, crédit pourri. Ça a commencé avec mon découvert en banque, chez Fortis, à 2500 €, que j'utilisais très largement. Et finalement, Fortis m'a proposé la carte Visa, qu'elle émettait elle-même. Et chez Visa, on était à 2500 € aussi. Oui, c'était 2500 € le maximum. Bon, j'ai fait pas mal d'achats, je me suis bien amusé. Et à un moment, c'est Fortis ou Visa m'a proposé de refinancer, de refaire un crédit
de mon crédit Visa et Fortis. Et là, je pouvais refinancer chaque mois une petite partie. Et je pouvais à nouveau le mois suivant bénéficier d'un nouveau crédit. Quand vous faites face à tant de factures, à tant d'imprévus et toutes sortes de problèmes, et que j'avais en plus une action en justice pour une demande de pension alimentaire des enfants que je n'avais pas encore obtenue, eh bien, je me suis dit il fallait trouver une solution. Mais en fait, une solution qui se transforme en cauchemar encore pire que le début. Et je me suis dit il fallait bien trouver de l'argent quelque part. Et je suis allée m'adresser à la banque qui, à l'époque, c'était très vite fait, on vous donnait l'argent. C'était très facile. On m'avait accordé une ouverture de découvert, donc sur le compte courant, et on m'a même dit, si je voulais, qu'il était possible d'avoir budget line aussi, à hauteur de 2 500 €. J'ai essayé de ne pas dépasser 500 € sur cet autre crédit, mais j'avais toujours le découvert. Et alors, on en rit, c'est triste, mais on se dit, cette ligne de découvert, on a 3 mois pour la payer, mais il suffit que vous ayez une rentrée d'argent, c'est juste ça couvre. Et on rebelote, ça reste l'éternel découvert. Ça n'est jamais payé au fond. Et donc, ce qui fait que je suis de nouveau allée pomper dans la budget line aussi, en pensant bien jongler. Je ne m'en sortais plus, comment je veux dire. J'aurais pu aller plus loin, j'allais sous les ponts, quoi. J'avais plus rien, on me prenait tout, l'huissier et tout ce qui s'ensuit, donc j'allais me retrouver à la rue, quoi. Et ça a commencé, je réfléchis, 2000, ça fait pour me mettre là-dedans, 10 ans, et je vois seulement le bout du tunnel. Donc pour vous dire, quand on se met là-dedans pour s'en sortir, c'est... Tout seul, on s'en sort pas. Tout seul, on s'en sort pas. Et après, il faut avoir... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Je veux dire, pour revenir à la normale, il faut serrer la ceinture, parce que j'ai vu trop grand, et alors quand on revient sur Terre... Eh bien, voilà, avec mon mari, parce que maintenant je suis seule. À ce moment-là, j'étais encore avec mon mari. Bon... on avait besoin d'une voiture, on a fait un crédit. Un appareil électroménager tombe en panne, il faut en racheter un. On fait une ouverture de crédit parce que beaucoup maintenant dans les magasins, on demande de faire une ouverture de crédit. Et en avant, à ce moment-là, mon mari travaillait encore, il est tombé au chômage. Et de fur et à mesure, voilà. Le loyer, les papiers à payer, tout, les prêts, les chics et tchèques, que pour finir, c'est une spirale qui n'en finissait plus, on n'arrivait plus. Voilà. Je me trouve dans une situation de surendettement à hauteur de 30 000 € personnels, et à devoir être dans une situation actuelle de gestion où... d'avoir une deuxième occupation professionnelle. C'est une mauvaise éducation par rapport à l'argent, dans le sens où je n'ai jamais manqué de rien, mais du coup je n'ai pas eu d'éducation réelle sur la valeur de l'argent, sur la gestion de l'argent, toutes ces choses fondamentales, voilà. Je n'ai eu aucune éducation là-dessus, pour diverses raisons, parce que j'ai été élevé par ma grand-mère, je n'avais pas mes parents à côté de moi, et voilà, donc l'argent m'a permis, ou a permis ma grand-mère de combler un manque, et du coup, voilà. Ne sachant plus faire face à toutes mes factures, et puis j'avais des problèmes d'huissier aussi, de tout ça, j'ai dû ravaler ma fierté. Parce que je me disais toujours, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Eh bien effectivement, si tout le monde peut y arriver. Et ça va plus vite qu'on ne le pense. Le profil est vraiment varié. Le surendettement, je pense, atteint toutes les classes de la population. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui font appel à la procédure de règlement collectif de dette, qui sont
des anciens commerçants, des anciens indépendants qui n'ont pas voulu aller dans le système de la faillite et de déclarer, faire aveu de faillite. Et donc tous ces anciens indépendants qui essayent de se reconstruire et qui traînent comme un boulet toutes ces dettes passées de leur activité indépendante. Et la procédure, évidemment, est là pour essayer de les en sortir. J'ai eu pas mal de personnes aussi qui se trouvent confrontées à un moment donné à la pension. Et qui ont des baisses de revenus importantes quand ils arrivent à l'âge de la pension et pour lequel ils avaient encore des échéances soit de crédit à rembourser, soit, eh bien, effectivement, les revenus de la pension étant ce qu'ils sont, eh bien, on n'arrive plus à assumer le quotidien avec les charges habituelles qu'il faut assumer dans un ménage. Crédit fixe au 0%, crédit variable tout le sang. On a marre de vivre à crédit, marre de vivre en sursis. Mais cette valise, c'est la dette. Vous n'arrivez plus à vous en défaire et elle vous poursuit, elle vous suit toute votre vie. D'abord, je suis restée un peu léthargique parce que c'est une situation, je ne pensais jamais me trouver devant cette situation. Et je me suis dit, j'en suis responsable. D'emblée, j'ai dit, c'est moi la seule responsable. Et puis je dis, à rester là et pratiquer l'autoflagellation, ça n'allait pas résoudre le problème matériellement. Donc j'ai pris du temps à réagir, j'ai réfléchi et je me suis dit, il fallait que je m'en sorte par moi-même. J'avais presque honte d'aller m'adresser à un service, ça c'est important. Parce qu'on se dit, mais comment en suis-je arrivée là? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'ai dit, j'ai aussi dans ma fierté aussi, et je me dis, je n'ai pas le choix que d'assumer, parce que ça devient après une honte. Vous avez beau être devant des spécialistes, des gens qui sont formés pour vous aider, mais c'est très difficile même d'aller s'adresser à eux, et je dois subir ça, tant pis, et je l'accepte. Ce premier contact est difficile pour soi-même. Il faut oser pousser la porte du CPS. Il faut pousser la porte de l'assistante sociale et arriver à lui dire « Madame, je ne m'en sors plus, il paraît qu'on peut m'aider. » Et après ça, on est lâché. Et on ne se sent plus culpabilisé. Et d'un côté tout à fait pratique, on est à l'abri des huissiers, des rappels et autre chose. J'ai montré tous mes papiers à l'assistante sociale qui s'est occupée de ma situation. Et alors, elle m'a proposé la médiation parce qu'il y avait trop. Alors le premier rendez-vous, évidemment un élément crucial dans le commencement d'une médiation de dette, parce que c'est là où on va pouvoir faire le lien. Alors un lien simplement entre le médiateur et la personne qui va venir la rencontrer, en sachant que cette personne-là, au départ, a déjà eu beaucoup de difficultés à faire le pas de passer la porte du service de médiation de dette. Alors, moi, dans mon travail, j'essaie toujours d'essayer de mettre directement la confiance. Alors, c'est un grand mot, évidemment, mais j'essaie de leur expliquer qu'ils sont là pour essayer de trouver une solution et que des solutions, il y en a. Mais simplement, il va falloir qu'on travaille et qu'on collabore ensemble, puisque le médiateur, son rôle, ça va être de trouver la solution la plus adéquate à leurs difficultés, mais également aussi de travailler avec le créancier. Et donc, si on en arrive au rôle du médiateur, eh bien, effectivement, il va être l'intermédiaire. Un intermédiaire entre les personnes, mais également entre les créanciers. Et donc, il va devoir trouver la solution qui sera la plus adéquate entre les deux parties. À partir du moment où la situation a dû être de voir quelle était ma position, ma situation de tous les jours. À ce moment-là, oui, j'ai dû me faire aider, l'assistante sociale, le CPAS de ma commune, d'abord téléphoner, puis aller sur place. C'est déjà une démarche, parce que on a toujours l'impression que c'est pour les plus démunis, mais non,
c'est un service humain. Puis me faire aider quand même aussi par une assistante psychologique, enfin par un psychiatre, voilà, un peu spécialisé dans ce domaine-là. Alors, le règlement collectif de dette permet, via une procédure judiciaire, où on va faire intervenir un autre tiers qui est le tribunal et au principe le tribunal du travail, de mettre un acteur supplémentaire dans la discussion et de pouvoir recadrer les choses. Et peut-être remettre un climat un peu plus serein et ainsi pouvoir aussi, ou espérer en tout cas dégager une solution qui sera la plus adaptée pour les créanciers et pour le médier. Voici le greffe du tribunal, le greffe qui s'occupe du règlement collectif de dette. C'est donc ici que les personnes surendettées viennent chercher une requête, déposer leur requête ou collecter quelques renseignements sur la procédure. Voilà la salle d'audience du règlement collectif de dette. Nous avons choisi la plus petite salle du tribunal pour une raison tout d'abord de proximité, puisque nous sommes plus près des médiers qui s'installent ici, et puis aussi pour que cette salle ne les étouffe pas, ne les écrase pas. On espère qu'ils sont un peu plus à l'aise pour l'examen de leur dossier. Alors l'évolution de la procédure, elle nous fait un peu peur, parce que les chiffres ont littéralement explosé depuis fin 2008. Lorsque nous avons commencé à traiter cette matière en septembre 2007, nous avions 440 dossiers par an. Aujourd'hui, nous frôlons les 800. Donc nous ne sommes pas loin d'un doublement de la procédure en 3-4 ans. C'est affolant. Donc la situation de crise que la société traverse aujourd'hui a un impact considérable sur le surendettement. Et les tribunaux du travail n'y arrivent plus. Lorsque nous avons reçu cette matière en 2007, nous étions à peine structurés pour répondre à cette charge de travail. Quand vous imaginez qu'elle a doublé, nous sommes complètement dépassés par les événements. Nous n'arrivons plus à faire face à la charge de travail. Aujourd'hui, à regret, je dois dire, il faut 2 ans à une personne pour passer devant le juge pour que l'on discute de son plan de règlement judiciaire. Donc les personnes introduisent une demande, sont admises, on désigne un médiateur de dette qui va déposer un PV de carence, il lui faut 3, 4, 6, moins d'une année pour déposer son PV de carence, et à ce moment-là, le médier doit attendre 2 ans pour rencontrer pour la première fois le juge qui va imposer un plan de règlement judiciaire. Ce délai est énorme, mal compris, nous met profondément mal à l'aise, mais nous ne savons rien y faire. La vie en médiation judiciaire, ça aide beaucoup. Ça fait sortir des gens de beaucoup de problèmes. Ça les aide à s'en sortir. Mais le vivre, c'est différent. Accepter le fait de ne plus aller travailler, qui est très dur pour une femme qui aime travailler, et jamais ce que je faisais. Et puis réapprendre à reprendre mes repères. On m'avait bien prévenu, la première ou deuxième année, les 2 premières années seront plus difficiles. Avec la médiation, nous avons établi mon budget réel, ça a pris 2 ans. Et à partir de cette deuxième année, j'ai appris à gérer un budget, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Oui, je mets mes enfants en garde. Ça, je leur ai dit. S'il faut couper 1 franc en 4, vous devez le couper, mais évitez les huissiers. Tant que avec le peu que vous avez,
arrivez toujours à savoir payer vos papiers. Parce que les huissiers, ils vont pas vous rater. Hein. Et ça, c'est des grippe-sous. Hein. En fait, je voulais pas que mes enfants le sachent au début. Je ne voulais pas parce que je leur ai toujours assuré un certain train de vie. Ma fille, quand il y avait le papa, qui avait une bonne situation. Donc j'ai essayé au maximum que ça n'ait pas un impact direct sur eux. Mais vous savez, les enfants, ils comprennent vite, très très vite, quel que soit l'âge, vous savez. Et ils vous voient pensive, ils vous voient. Et alors, il me dit, maman, papa, est-ce qu'il te paye la pension alimentaire que je ne recevais toujours pas encore à ce moment-là. Je dis non, 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 mais je n'attends pas après ces deniers, rassurez-vous, on vit très bien. Alors il dit, bah, écoute maman, on n'a pas besoin de faire telle activité. Ce que je refusais, j'ai dit non, les choses doivent rester telles quelles. Et j'ai dit, on réduira peut-être le budget d'autres activités extérieures, mais vos activités scolaires, et ça je ne peux pas vous les couper, il faut le faire quand même. J'ai vu une nette évolution. Donc les premières années où je faisais de la médiation, il y avait énormément de crédits, énormément de cartes de crédit, de prêts, et c'était des dossiers où on avait parfois 10, 12 crédits de différentes sociétés de crédit. Mais surtout ce qu'on voit maintenant, c'est en effet une population beaucoup plus appauvrie qu'avant. Et donc maintenant c'est vraiment... C'est un endettement presque de tous les jours qu'on a aujourd'hui. Et c'est énormément de dettes d'énergie, beaucoup de dettes de soins de santé, beaucoup de dettes de téléphonie, des dettes de loyer, mais dans une moindre mesure, mais quand même. Et donc voilà, c'est vraiment des dettes du quotidien. Alors vous avez toujours l'une ou l'autre carte de crédit, évidemment, ou l'un ou l'autre prêt, mais dans une moindre proportion. En Belgique, notamment, on a assez peu travaillé sur, finalement, l'évaluation de ces procédures. Dans quelle mesure les personnes qui ont suivi toute la procédure ne vont pas retomber dans le problème, ne vont pas recréer des choses. Est-ce qu'il y a une dimension pédagogique? Est-ce que cette procédure permet de résoudre des problèmes de pauvreté? Or, on sait que la pauvreté est de plus en plus une des raisons pour laquelle les personnes se retrouvent surendettées. Donc, par rapport à ces deux questions-là, j'ai des doutes. Je dois bien avouer que j'ai des doutes. Et j'aimerais effectivement bien que, notamment en Belgique, on documente autrement plus cette problématique d'évaluation des dispositifs, parce que je pense que les professionnels sont assez convaincus de la légitimité de leur travail, et c'est heureux, mais j'ai l'impression qu'au niveau macroéconomique, au niveau national, on pourrait s'interroger sur d'autres manières de travailler. Donc voilà, ça se passe ailleurs. La Suède a beaucoup étudié les problèmes de santé et le coût de ces problèmes de santé pour la société en général. Et là encore, est en train de penser réellement à réformer ces dispositifs qui sont, selon moi, dans la durée, trop longs en Belgique, en tout cas, très certainement. J'ai des personnes qui ont fait de la médiation amiable et dont ils ont remboursé pendant des années et des années. Alors c'est vrai que les créanciers les ont laissés en paix parce qu'ils remboursaient, mais ça a duré des années et ils ont remboursé des frais, des intérêts qui étaient colossaux. On vit dans une société terriblement paradoxale où à la fois l'argent occupe une place centrale, on en parle partout, dans les médias, dans la rue, et en même temps, il y a très peu d'endroits où on peut vraiment parler d'argent. Et donc notre rôle d'agent de prévention, c'est d'abord ça, c'est dans les groupes où nous allons créer un lieu de confiance, un lieu de réflexion, un lieu de partage où on va pouvoir parler de surendettement, c'est pas évident, mais on va pouvoir en parler, on va pouvoir parler aussi des expériences de chacun par rapport à l'argent. Personne ne nie l'intérêt du crédit dans certaines circonstances de la vie ou pour certains objets. Ce qui est problématique, c'est qu'on pousse au crédit pour n'importe quoi et dans n'importe quelle circonstance, même pour de l'achat de nourriture ou de vêtements. Par exemple, c'est vrai que maintenant toutes les grandes surfaces proposent des cartes de crédit. Alors, ce qui est problématique, c'est que
d'abord, l'information qu'il donne n'est pas toujours correcte ou est parfois même erronée. En plus, donc ça veut dire que les gens signent un peu n'importe quoi, ils signent sans vraiment savoir à quoi ils s'engagent. Et alors, ce qui est embêtant aussi, c'est que en fait, on peut multiplier les cartes de crédit. Donc, on peut avoir 2, 3, 4 cartes de crédit dans des grandes surfaces différentes. C'est vrai qu'on constate aussi que quand vous ouvrez un dépliant publicitaire, que ce soit de n'importe quelle grande surface ou de magasin d'électroménager, à côté de chaque objet qui a un petit peu de valeur, eh bien, il y a une petite pastille en disant « vous pouvez acheter à crédit ». Ce qui veut dire qu'en fait, ça signifie aux gens qu'ils peuvent acheter tout de suite, même s'ils n'ont pas d'argent. Surtout vraiment bien lire la fiche, le contrat, vraiment les petites lignes écrites avec des astérix, etc. Parce que c'est toujours là qu'on voit les taux d'intérêt super impressionnants. Moi j'avais fait un petit sondage justement donc dans des écoles avec une publicité bien connue dont je ne dirai pas le nom évidemment. Donc je leur ai demandé de calculer ce que ça leur viendrait d'emprunter 2000 € donc via cette agence-là. Et aucun des élèves a su me donner la réponse correcte parce qu'en fait il faut être muni d'un logiciel, donc Excel, pour faire les calculs complets. Donc il faut vraiment bien les avertir. Mais qu'est-ce qu'on constate, nous, quand on va dans les groupes et qu'on discute budget? C'est que bien souvent, ce qui vient le plus spontanément, c'est les références familiales. Ma mère m'a toujours dit de, mon père m'a toujours expliqué, ma grand-mère me disait. Mais il y a très peu de références externes, il y a très peu de références extérieures à la famille. Donc, de par ma pratique de médiatrice de dette, puisque j'ai travaillé auparavant dans un service de médiation de dette, j'ai pu constater que la plupart des personnes qui arrivent au service n'ont jamais fait un budget. Donc, quand on leur fait faire, c'est vraiment un exercice auquel ils ne se sont jamais prêtés. Or, c'est quand même fort important, notamment avant de souscrire un contrat de crédit, d'avoir fait ses comptes et d'avoir réfléchi à l'implication, à l'importance de ce remboursement sur le budget. J'ai appris à ne plus acheter quand j'avais envie d'acheter, que ce soit sur Internet, c'est très facile, que ce soit aussi au goût du jour. Hein. Non, là j'ai appris cela d'abord. Et j'ai appris aussi que j'avais droit, par exemple, à 200 ou 250 € pour manger par mois. Bon, il n'est pas question de se payer le resto, il n'est pas question de se payer une friterie ou une petite sortie tout le temps. Non, là c'est... Désolé, c'est comme ça. Les sollicitations diverses que j'ai reçues, les simples clics à faire sur Internet, les réponses rapides, sans trop de consultation à mon avis de ma réelle situation, m'ont aidé à me surendetter et à accentuer la mauvaise situation. Mais le premier responsable, c'est moi-même. On tape une adresse, on va voir les différentes modalités éventuellement pour avoir la réserve ou le prêt, on remplit le formulaire et puis voilà. À partir d'un certain moment, avec la crise financière, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir des prêts. Maintenant, c'est reparti de plus belle. Hein, parce que je l'ai testé, je peux le dire. Voilà. La journée sans crédit, en fait, c'est une action qu'on a entamée en 2004 avec les équipes populaires pour sensibiliser justement au piège des crédits faciles et au risque d'entraîner les gens dans la spirale du surendettement. Et puis, on s'est dit qu'en fait, on n'était vraiment pas seul à agir sur ce terrain, qu'il y avait des tas d'autres associations de prévention du surendettement, de protection des consommateurs, et que ce serait bien de se mettre ensemble pour mener à la fois une action de sensibilisation du grand public au danger du crédit facile et aussi au risque de surendettement, mais aussi d'avoir une action auprès du législateur pour modifier la loi, pour faire en sorte que la loi protège mieux les personnes et aussi pour réglementer mieux la protection des personnes les plus fragilisées dans les procédures de surendettement, par exemple. La 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 la. Ça me permet, oui, de relativiser l'importance que je pouvais donner à l'argent. Je croyais que c'était
une des valeurs principales, au fond, puisque c'est un petit peu là-dedans que j'ai été élevé, donc ça me semblait normal. C'est une valeur que j'ai modifiée, que j'ai mise un peu plus loin dans mon échelle. Et puis finalement, ça m'a permis de découvrir un autre plaisir dans une autre occupation et de retrouver un équilibre professionnel finalement. Donc, quelque part, je peux dire merci à mes difficultés d'argent puisque ça me permet maintenant d'être équilibré. Donc, ma foi, bon, maintenant je ne souhaite pas à tout le monde de passer par là, mais enfin voilà, moi ça me permet d'avoir découvert une richesse. Et il faut que je trouve la solution. Je n'ai plus une ressource externe, il faut que j'aille dans mes ressources internes. Donc cette richesse intérieure qui se mesure pas bien sûr ni en billets, ni en pièces de monnaie, ni en chèques, ni en cartes. Je me suis dit c'est là que je devais aller puiser et me dire oui, cette richesse, elle est vraiment pas monnayable, elle est là. Et que c'est celle-là qui va qui va vraiment me faire sortir de cet engrenage, de cette tour infernale. J'ai appris, je veux dire, d'abord de s'aimer soi-même. Et quand et maintenant, quand j'entreprends quelque chose, je réfléchis avant. Quoi, hein. Donc maintenant, on se retrouve plus pour parler de choses, de la vie, de l'énergie, comment choisir la nourriture. On a dépassé le stade de nos problèmes personnels. L'acceptation, c'était le travail. Bon, la vie familiale, mon mari partir, je me suis dit, bon, faut que tu te reprennes. Faut pas baisser les bras. Et il faut beaucoup de volonté. Mais j'avais la chance d'avoir des amis, mes petits-enfants, et puis j'avais la volonté de vivre. J'avais une volonté de vivre, j'avais trop de choses à voir, trop de choses à vivre. C'est vrai que la vie, quand on n'a rien, comme on n'a pas d'argent, on voit plus autant d'amis. Les amis disparaissent et on les compte sur les doigts. Et ceux-là, ils sont restés. C'était le jeudi qu'ils allaient venir chercher mes meubles. Et je devais payer une certaine somme pour le mercredi au matin afin d'éviter qu'on vienne chercher. Toujours rien. J'avais pas l'argent. Mais j'ai ma fille qui a touché à ce moment-là. Donc elle a reçu son salaire. Elle dit, maman, tiens, je te donne les sous. Tu me les rendras quand tu sauras. Mais sauve tes meubles. Et là, ça a été sauvé. Et je lui ai rendu. J'ai beaucoup fait de l'autodérision, c'est important. L'humour et les proverbes m'ont beaucoup aidé. Et donc, j'aimerais aussi rappeler une célèbre maxime de Thomas Jefferson, un des présidents américains, qui disait « À force d'acheter ce qui n'est pas nécessaire, vous finirez par vendre le nécessaire ». De vie, ce sont les enfants qui vont payer pour leurs parents tous ces crédits bien maîtrisés, les petits cadeaux empoisonnés, passer sa vie à la gagner et toujours finir par compter, vivre à crédit, crédit d'amour, crédit d'humour et pour toujours. Y en a marre de vivre à crédit, crédit gratuit ou crédit pourri, crédit fixe ou 0%, crédit variable ou tout mon sang. Y en a marre de vivre à crédit, marre de vivre en sursis. Y en a marre de vivre à crédit, marre de vivre en sursis.